invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. 3 invités avec nous autour de la table. Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vincent Lequertier, responsable de location d'actifs de WeSave, est à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Et Julien Nebenzal, le responsable des produits d'épargne chez eToro, qui est à nos côtés également. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Qui veut se lancer sur cette veillée d'armes à 24 heures d'une élection qu'on a déjà beaucoup commentée sans en connaître le résultat. J'ai l'impression qu'on a déjà balayé quand même un peu tous les scénarios, enfin tout le champ du possible, qui reste visiblement très ouvert, le champ des possibles à 24 heures ou 48 heures peut-être des résultats de cette élection présidentielle américaine. Vincent. Oui, de toute façon, la première question, c'est de savoir si le résultat sera dépouillé rapidement. La deuxième, c'est de savoir si la Chambre sera du même bord que le président. Donc en clair, quelle est la marge de manœuvre qui sera disponible pour celui ou celle qui sera élu. Je pense que les marchés ont déjà joué pas mal de choses autour de l'hypothèse de Trump. Ouais. Ça s'est vu sur beaucoup de classes d'actifs qui ont déjà décalé, déjà intégré un certain nombre de choses, d'hypothèses. Donc je ne serais pas vraiment surpris qu'il y ait des prises de bénéfices. Elles ont déjà commencé depuis un jour ou deux. Je ne serais pas surpris que ça continue. Combien même ça serait Trump qui serait élu, je ne serais pas surpris que les prises de bénéfices continuent. Donc dans le meilleur des cas, c'est des prises de bénéfices. Dans le cas d'un scénario Trump qui serait défait, ça deviendrait plus que des prises de bénéfices, Exactement. mais un renversement de ce qu'on a pu observer depuis une paire de semaines maintenant sur les marchés, c'est ça? Exactement. Donc dans les deux cas, on ne se trompe pas, quoi. Voilà. En termes de volatilité, je pense que tous les investisseurs savent depuis très longtemps que c'est l'événement de l'année. Donc tout le monde a eu le temps de se positionner, tout le monde a eu le temps de prendre des options dans tous les sens. Donc je pense que la volatilité sera probablement moindre que ce qu'on peut imaginer. Donc pour moi, c'est, sans dire un non-événement, en tout cas, voilà, je pense que c'est surjoué. D'accord. Un non-événement au sens du marché. Vous dites autour de cette élection, les heures qui vont entourer cette élection seront peut-être pas un game changer pour la course des marchés, en tout cas, tel qu'on a pu le vivre en 2016, où là, il y avait vraiment une vraie surprise quand même. C'est-à-dire que si je prends les indices américains, l'ampleur de consolidation possible est telle que de toute façon on resterait dans une tendance haussière sur les marchés. Donc ça change pas grand-chose en fait à la dynamique générale. Si la consolidation, si la baisse ne se fait pas, on poursuit la hausse, point barre. Ouais. Donc pour moi, de toute façon, pour un investisseur qui est déjà long sur les marchés d'actions, il n'y a pas tellement de questions à se poser. Un petit peu sur les actifs périphériques, sur les émergents, l'Europe, il peut... Le reste du monde, quoi. Voilà, là, il peut y avoir un petit peu plus de sensibilité, mais sur les actifs américains, je crois vraiment qu'il n'y a pas grand-chose sur la partie action. Sur la partie devise, j'ai l'impression qu'on fait un peu du yo-yo. Quand je vois l'ampleur de la remontée des marchés obligataires depuis un mois, et quand je vois, entre guillemets, la réaction modérée du dollar en face, on aurait pu aller beaucoup plus bas sur l'euro-dollar. Je trouve que le marché reste très raisonnable de ce point de vue. On sait que de toute façon, la Banque centrale américaine est là en appui derrière pour baisser les taux si c'est nécessaire. S'il devait y avoir quelque chose d'un peu trop nerveux, elle serait là en appui derrière parce qu'elle a toute la marge de manœuvre nécessaire pour le faire. Donc je crois vraiment que pour le moment, il ne faut pas trop se poser de questions, rester investi sur les États-Unis, se laisser porter et oublier l'éventuelle volatilité temporaire. Bon. Pour certains, ça peut être éventuellement une fenêtre d'entrée ou de réentrée. Voilà. Pierre, comment vous considérez ces marchés à l'aube d'un événement majeur? Alors, ça fait quelques élections américaines qu'on vit un peu cette tension mondiale, en tout cas depuis 2016. Bon, qu'est-ce qui peut surprendre, j'allais dire, dans cette élection, qu'est-ce qui peut surprendre les marchés dans cette élection présidentielle américaine? Maintenant qu'on a déjà goûté à Trump pendant un mandat, qu'on a vu le résultat bénéfique ou négatif, hein, il y a peut-être des cases à cocher dans différents domaines. Sachant qu'une répétition de Trump semble déjà être bien présente à l'esprit des gens de marché, en tout cas.
Justement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous surprendre. Parce que autant 2016, c'était, comme vous l'avez dit, une vraie surprise. Même pour Trump, visiblement. Voilà. Alors, moi, je me souviens d'être réveillé en pleine nuit. On était à -5 sur les futurs. Finalement, on clôture à +5. Bon, c'était une vraie surprise. Là, très honnêtement, on a deux programmes. L'un qui dépense beaucoup et l'autre qui dépense énormément. Donc, en fait, on a finalement quand même Enfin, c'est une politique économique qui est quand même très proche l'une de l'autre, avec toujours un rythme très pro-croissance. Et puis finalement, c'est pas ce qui importe véritablement aux États-Unis, puisque toute l'année, on a commenté Nvidia, on a commenté Meta, on a commenté plein d'entreprises privées américaines, et c'est bien les entreprises privées qui font l'innovation. Alors certes, on a beaucoup de financement public, mais c'est pas ça qui va être coupé. Je pense que le vrai problème est plutôt pour les marchés reste du monde, et notamment à premier lieu européen, c'est que quel que soit le résultat, de toute façon, on aura beaucoup plus d'assurance sur les marchés américains, beaucoup moins d'assurance sur les marchés européens, en tout cas à court terme, et c'est bien là qu'est le problème. C'est vrai que l'actif principal de prudence sur les marchés actions, c'est encore une fois les actions américaines. Donc, je dirais que pour les États-Unis, je pense que ça ne va pas faire grand-chose, ça ne va pas vraiment faire bouger les marchés. En Europe, on peut avoir une surréaction, mais qui va se tasser. Mais c'est vraiment des pics de volatilité, des pics d'énervement qu'on a connus. Donc, moi, je dirais qu'il est, il est urgent de ne rien faire. En revanche, ça peut véritablement changer sur les marchés obligataires. Là, on a quand même que la bourse imagine que Nvidia est plus fort que Jérôme Powell et ou Donald Trump. J'ai pas de doute là-dessus. Voilà. Pour les marchés obligataires, c'est quand même peut-être une autre histoire. Exactement, parce que là, on a vraiment deux. Alors, les deux programmes sont très pro-croissance, mais il y en a un qui peut être beaucoup plus inflationniste que l'autre. En tout cas, sur le papier à court terme. Et on a vu ça avec le Trump Trade, donc la remontée violente des taux d'intérêt aux États-Unis et une repentification de la courbe qui a été vraiment forte. Donc, je ne suis pas sûr que la Réserve fédérale a bien fait de changer d'un jour. Je pense qu'elle aurait dû changer avant l'élection. Mais oui, mais parce que là, ça peut être interprété comme un vrai acte politique, alors que je pense que c'est déjà décidé depuis belle lurette. Mais en tout cas, on va dire que ça va tomber mal, cette décision de la Fed, qu'elle soit dans le statu quo ou dans la baisse. On imagine mal qu'elle remonte ses taux encore une fois. Donc sur les marchés obligataires, là ça peut vraiment tanker parce que on peut avoir un Trump Trade qui fait que son programme étant tellement inflationniste, on a des taux à 10 ans qui s'envolent et une repentification vraiment beaucoup plus claire de la courbe des taux. Sur le dollar, c'est pareil, on est vraiment dans l'épure. Là, alors on pourrait, sur un mouvement de marché, on peut avoir 2 ou 3% d'appréciation, ou en tout cas si c'est un Trump Trade. Mais le vrai enjeu à long terme, enfin à moyen terme, on va dire, c'est vraiment sur la courbe des taux. Qu'est-ce qui va fonder la décision de la Fed cette semaine pour vous? Je rappelle, d'habitude, la Fed se réunit un mardi et mercredi. Là, alors, ils ont quand même été obligés, en partie, de bouger leur calendrier pour se réunir du mercredi au jeudi. Est-ce que la décision de la Fed pour le mois de novembre, elle est liée aux prises de position antérieures, à savoir un Jérôme Powell qui nous dit depuis quelque temps qu'il ne veut pas voir le marché du travail trop refroidir? Ça ne semble pas être le cas jusqu'à présent, même si le rapport du mois d'octobre est assez bruité aussi par les grèves et autres événements climatiques aux États-Unis. Est-ce qu'elle est liée effectivement à cette position de Jérôme Powell de dire « nous avons de la marge de manœuvre pour accompagner la baisse de l'inflation en recalibrant la position » ou est-ce qu'elle est directement liée au résultat de l'élection du 5 novembre? Moi, je pense que c'est joué. D'accord. Ouais, vraiment, je pense que c'est joué. C'est pas du tout l'élection. En revanche, c'est plutôt l'inflexion dans les futures réunions de politique monétaire en fonction de celui qui gagne et de la prise de position économique et de dépenses de l'État, que là, ça peut influencer sur la route future de la Fed. Qu'est-ce que ça change, ces grandes élections dans la vie des marchés, Julien? Il y a un cycle pour tout, je le dis généralement à chaque fois que vous êtes là, mais il y a un cycle aussi pour la politique et la géopolitique. Si c'est peut-être la dimension d'analyse intéressante à ce moment de l'histoire, là, qu'est-ce que ça peut changer pour ce genre de cycle? Oui, pour le cycle géopolitique, c'est une année électorale majeure, on en parlait en début d'année. Elle se termine avec l'élection américaine, le point d'orgue. Le déplacement en Occident de la politique, il est clairement à droite, c'est ressorti de tous les côtés. Ça ressort aussi sous la forme des revendications sociales.
on a en Europe, juste avant de parler du USA, on a en Europe un terrain qui attend la montée, en général du populisme, et en particulier du populisme de droite ou d'extrême droite. L'élection américaine, elle peut venir jouer, dans le cadre d'une élection de Trump, comme un véritable accélérateur de ce mouvement. C'est-à-dire, et ça a un impact géopolitique, puisque on sait que l'axe, ce que George W. Bush appelait l'axe du mal, a été reformé, il s'élargit avec les BRICS. Tout ça est bien dans une idée d'opposition aux États-Unis et à l'Occident, mais si Trump est élu, là, une forme de communication va passer, et donc des relations internationales qui vont être différentes. Mais ces relations vont normalement laisser la place à plus de conflits, puisque Trump a déjà manifesté qu'il n'était pas un guerrier. Je crois que ça transpire encore dans ce discours, ce qui veut dire que les scénarios de tension vont se développer plus vite, je pense, si Trump est élu, et qu'on le verra notamment au travers des matières premières qui seront traditionnellement soit l'enjeu, soit le symptôme de la situation, un peu comme ce qu'on a vu en 2022. Et pour reprendre les cycles, quand l'inflation surgit fortement, comme c'est le cas tous les environ 55 à 57 ans, et je le dis, mais ça fait 250 ans, on a au moins 5 cycles vraiment limpides là-dessus, il n'y a jamais un pic d'inflation, il y en a toujours 2, ils sont toujours espacés de 5 à 7 ans, c'est le fameux 73-79 pour 1900, pour ceux qui se souviennent un petit peu de ça, mais ça se retrouve dans l'histoire. Et les conditions de ce second pic d'inflation peuvent tout à fait être, surtout si on regarde l'histoire, géopolitique. Donc l'élection de Trump s'inscrit là-dedans. Mais de l'autre côté, je ne vais pas développer l'élection de Harris, parce qu'il n'y a pas toute cette séquence, mais son action sera nécessairement aussi inscrite dans ce mouvement. Il y a juste qu'à l'évidence, elle n'aura pas ce qu'aurait probablement Trump en cas d'élection, c'est les pleins pouvoirs. Ouais. Et comme elle sera limitée, les choses sont beaucoup plus dans à la fois une opposition, mais aussi une recherche de consensus aux États-Unis. Ce qui, finalement, peut les amener presque dans plus d'isolationnisme au niveau géopolitique, et donc revenir à la politique d'Obama, mais donc être un peu moins permissif aussi, rester fort, mais isolationniste. Mais je ne vois pas en quoi ça sera juste une forme différente de cette évolution. Harris ralentit l'histoire, Trump l'accélère. Oui, et la simplifie en fait. Et la simplifie. Je pense devrait la simplifier beaucoup pour justement les revendications, parce que le projet de Trump ne vient pas contrevenir à la rivalité qu'il y a entre l'Occident, l'ancien Occident, on le définit comme on veut, et les projets du nouvel axe qui est hétérogène, mais qui retrouve quand même quelque chose d'important en disant l'économie telle que vous l'avez toujours ordonnée depuis 150 ans, on n'en veut plus. C'est à peu près ça qu'ils disent. Si on peut prendre l'exemple juste des voitures. Tesla a surpris tout le monde en disant je vais inonder, je vais vendre des voitures, vous allez voir, personne ne croyait. Il a vendu des voitures alors qu'il n'avait jamais fait un constructeur de voitures électriques avant. Enfin, ça a été une surprise. Je me souviens très bien au début, ah bah non, c'est aberrant, ces projections, etc. Et quand les constructeurs chinois arrivent et que tout d'un coup, les parts de marché de voitures chinoises sont significatives, c'est quoi? Mais c'est bien cette évolution. C'est-à-dire qu'on leur a demandé d'être notre industrie, enfin notre atelier, et puis ils se sont construits petit à petit. Aujourd'hui, ils ont fait Tesla, mais en beaucoup plus grand. Et c'est ça l'enjeu. Ils sont en train, eux, de faire ça dans un monde qui se referme. Le fameux passage du global au local, mais... sans développer là-dessus, si on revient juste aux élections, il y a quelques mois, on ne voyait pas la différence en termes de marché d'action entre Harris et Trump. Moi, j'en voyais pas beaucoup. Et je crois qu'on n'en voit toujours pas. Donc, on est un peu en train de dire que, quel que soit le candidat, la bourse, elle va faire son chemin de son côté. Voilà. Je rejoins tout à fait, en revanche, les propos sur les taux. Mais là, je le remettrais toujours dans la notion du cycle. De toute façon, pour moi, les taux, ils sont quasiment terminés la phase de normalisation. Qui justifiait, je pense, qu'on pouvait détenir des obligations. Je crois qu'on va bientôt rentrer dans une nouvelle phase de hausse de taux long. D'accord. Donc, requitter les obligations, ça pourrait être intéressant. Dans l'histoire des cycles, le deuxième pic d'inflation, il est supérieur, inférieur au précédent, ça n'a rien à voir, on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. On ne sait pas. L'ampleur du deuxième pic est à voir. Quoi. Oui, tout à fait. Absolument, tout est possible. De la même manière que le retour qu'on avait depuis la séquence à 10% devait être environ entre 2 et 3%, c'est à peu près ce qui s'est passé. L'inflation est à peu près là. Ouais. Le deuxième tour peut être à 8 comme il peut être à 15. Donc, je peux pas... pas beaucoup d'éléments. C'est pas beaucoup d'éléments pour vous donner...
Non, mais Non, mais cette analyse ne donne pas cette information. J'entends. Elle donne la séquence et le rythme, mais elle ne donne pas les niveaux. Bon, Trump inflationniste, le monde un peu plus inflationniste, de toute façon, je crois que c'est une idée un peu répandue sur les marchés. Pierre, partagée depuis un moment. Oui, alors justement, en fait, on a une classe d'actifs qu'on a oublié de citer, c'est les crypto-actifs. Ah, Moi, j'y ai pensé en voyant Julien. Et effectivement, si c'est Trump, alors là, on peut avoir vraiment un bull market sur les crypto-actifs. Et ça quel rationnel? C'est quoi le rationnel? Le rationnel, c'est... Alors, moi, je vois ça... Alors, je ne suis pas du tout expert, mais moi, je vois ça quand même comme le meilleur actif anti-inflation. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression que les crypto-actifs réagissent. Dès qu'il y a une inflation forte et une non-volonté de lutter contre l'inflation, on voit qu'il y a un pic de fièvre qui s'empare des crypto-actifs. Après, si on se dit que les crypto-actifs, c'est un outil qui peut être dévié de son... Oui, de sa raison d'être originelle. Voilà. Oui, j'entends. Mais si on dit que c'est quand même un outil qui est très pro-démocratie, c'est sûr que ça peut être on peut avoir un vrai engouement avec une simplification des enjeux géopolitiques. Donc ça, à voir. Je suis vraiment pas expert, mais intuitivement, je dirais que c'est quand même un trade assez clair si Trump est... Mais c'est plus un trade de couverture, parce que je vois beaucoup dans l'univers crypto, Trump est devenu pro-crypto, il détestait, il adore, tous les bitcoiners ou les crypto-believers, certains mettent en avant des donations qui peuvent être faites, etc. Vous voyez quand même le compartiment crypto-actif plutôt comme un hedge exactement. anti-Trump, quoi. C'est un hedge inflation et un hedge pro-démocratie. Ouais. D'accord. C'est pas un vrai pro-Trump trade, quoi. Non, c'est plus, justement, c'est que quand on a un gouvernement laxiste, j'ai l'impression, encore je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les crypto-actifs, et notamment Bitcoin, c'est un vrai actif indexé inflation. Ouais. Indexé inflation anticipé. Ouais. Faut mettre l'or traditionnel dans le même lot parce que là aussi c'est un actif quand même. Quand on fera le bilan de cette année, c'est sûr que ce sera difficile de ne pas commencer par l'or et l'envolée de l'or cette année. Voilà, on va dire que les actifs de diversification anti-inflation peuvent être plus lisibles que les actifs traditionnels. Or, en tout cas, les actions, moi, c'est vrai que j'ai du mal à voir quelle peut être l'influence de l'élection américaine sur les actions traditionnelles. Là, sur les actifs de diversification, ça peut être beaucoup, beaucoup plus clair. Vincent, vos commentaires sur ces sujets, et puis moi je veux bien qu'on réfléchisse, ou que vous nous disiez comment vous réfléchissez à la réponse du reste du monde, que ce soit Trump ou Harris, mais voilà, le cas de l'Europe reste un cas problématique, j'ai l'impression, pour des investisseurs globaux aujourd'hui qui ont du mal à trouver des arguments pour ou y revenir ou continuer d'en mettre, quoi. Pour les cryptos, moi mon impression c'est qu'on a quand même un lien assez fort avec les politiques monétaires. Politique monétaire de la Fed. Donc avant la Covid, ça se retendait, les cryptos souffraient. Covid, on a baissé violemment les taux, les cryptos se sont réemballés. On a eu l'hyperinflation, il a fallu remonter violemment les taux et ça a été très mauvais pour les cryptos. Et là, de nouveau, quand on a l'espoir ou même le fait d'acter de nouveau des baisses de taux, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le comportement de la Banque centrale que forcément l'inflation. L'or, je pense que oui, c'est un actif assez logique, en termes de détention. Le seul problème, c'est qu'il a déjà fait un parcours qui est très impressionnant à titre personnel pour nos clients. Moi, je suis plutôt à vouloir prendre des bénéfices dessus que de continuer d'en rajouter. D'accord. Après 30% de hausse et 2800 $ atteints sur l'once d'or, vous dites on va pas répliquer la même séquence tout de suite, quoi. Ou alors c'est qu'il y a vraiment des problèmes géopolitiques que j'imagine pas, qui seraient d'une ampleur que j'imagine pas à ce stade. Pour ce qui est de la deuxième... L'Europe, la réponse de l'Europe Alors, je crois que sur la partie militaire, malheureusement, on est complètement coincé, c'est-à-dire qu'on est complètement dépendant des États-Unis. Donc, soit on arrive à trouver un accord budgétaire et commercial, si c'est Trump qui est aux manettes. Donc, en clair, ça sera du donnant-donnant. Je pense que si c'est Harris, ça sera plus facile de prolonger les soutiens militaires qui nous sont accordés.
Si ça bloque complètement, là, je pense que Draghi va faire son effet, mais par l'enveloppe militaire et non pas l'enveloppe industrielle qu'on aurait pu espérer avoir. Je pense que ça se fera à l'échelle européenne. Je crois que les Allemands, qui ont plus qu'une marge de manœuvre, pourraient se laisser tenter par enfin ouvrir un peu le portefeuille, et de le faire à l'échelle européenne et non pas nationale. Parce que là, pour le coup, c'est une protection à l'échelle européenne qui sera indispensable. Mais pour la dimension défense, qui est peut-être le socle de toute souveraineté, vous dites, il y a quand même l'idée que cette élection va accélérer. Alors, une prise de conscience qui s'est déjà faite, je crois. Enfin, je veux dire, l'OTAN, les 2%, Trump nous en a déjà beaucoup parlé. Enfin, de ce point de vue-là, le message a été quand même clair dès le départ. Mais là, ça peut être un nouvel événement qui accélère encore quelque chose de commun en matière de défense en Europe. Moi, ce qui me frappe, alors je comprends bien le côté donnant-donnant avec les États-Unis, mais on continue d'acheter américain. On devrait logiquement constituer déjà une industrie militaire européenne et avoir des budgets qui soient systématiquement alloués en partie attribués à des entreprises européennes. À ces entreprises. Donc pour moi, on n'a pas encore atteint ce stade. Système-là n'existe pas encore. Je pense qu'il y a une forme de prise de conscience de dépendance, mais pas encore celle de l'autonomie, de souveraineté. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là, malheureusement. Donc à la limite, je rejoins Julien sur le fait que ça peut être un accélérateur d'histoire et qu'effectivement, on aille plus loin dans ce sens. Sans parler de scénarios aussi agressifs, je pense que de toute façon, quel que soit le candidat, on voit bien que les États-Unis, c'est America First, quel que soit celui des deux candidats qui l'emporte, qu'ils sont en train de se réindustrialiser, de se refermer sur eux-mêmes, ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix, on va être obligé, de trouver des nouveaux clients. Si les États-Unis se referment, on voit que la Chine, la consommation n'est pas forte, que l'industrie pour le moment peine. Donc de toute façon, là aussi, on a un très gros client qui est en souffrance. Donc de toute façon, soit on réalloue nos capacités vers le reste du monde. Donc là, vous regardez la démographie, c'est l'Asie et c'est l'Afrique où il faut essayer de se redéployer. Soit vous faites comme les deux autres, c'est-à-dire vous vous refermez sur vous-même et vous dites on va reconstituer un certain nombre de forces industrielles. On va essayer de faire autre chose que des voitures, parce que de toute façon, il y en a déjà beaucoup qui sont produites dans le monde. Donc, essayer de retrouver une nouvelle industrie. Le militaire peut en faire partie, encore. Et donc, la souveraineté devient synonyme de fermeture, quoi. De fermeture, et vous faites la même chose pour la partie pharmaceutique. Vous faites tous les enjeux stratégiques, vous les reconsolidez sur la zone. Oui, tout à fait. Dans la réponse du reste du monde, là, oui, sur la réponse de l'Europe, qu'est-ce qui va être intéressant à observer? La réponse chinoise aussi, c'est-à-dire que Trump veut des tarifs pour tout le monde, il en veut quand même beaucoup plus pour les Chinois que pour les Européens. Si la Chine a de moins en moins accès au marché américain, elle va naturellement pousser toujours plus fort, j'imagine, vers le marché européen. En tout cas, ça fait partie des marchés cibles qu'elle ne va pas lâcher comme ça. En tout cas, sur la vision de la politique de Trump vis-à-vis de l'Europe, en tout cas, les discours, moi j'ai quand même l'impression que c'est vraiment destiné à son électorat intérieur. Sur la Chine, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à 2016-2020. Le but, c'était de consolider l'hégémonie des États-Unis sur le monde. Il n'y a pas de raison que ça change, mais en même temps, on ne peut pas dire que Biden ait fait vraiment bouger les lignes. Donc là, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une politique qui est finalement dans la continuité. Et que ce soit Harris ou que ce soit Trump, l'idée, c'est véritablement de maintenir cet avantage concurrentiel technologique énorme des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donc, sur l'Europe, oui, j'entendais ce matin à la radio que la grande nouveauté, c'est qu'on a un commissaire à la défense au sein de la Commission européenne. Donc, est-ce que c'est véritable? En tout cas, c'est ça la réponse de l'Europe. Donc, c'est un peu faible. C'est vraiment même très faiblard. On n'a pas avancé d'un iota avec ce qui aurait dû être un accélérateur bien plus que Trump. Ça aurait dû être la guerre en Ukraine, qui aurait dû être un accélérateur de la défense commune européenne. Ça aurait dû on aurait dû avoir des conglomérats des partenariats qui se nouent. Mais c'est vrai que depuis Airbus, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. Donc, pour l'instant, on a un nain politique qui est européen, et en fait, le nain politique peut difficilement rivaliser avec
avec son grand ami américain. Ouais, donc, les hyperpuissances qui nous entourent, quoi. Pourtant, on est. Et on pourrait être j'allais très- dire, non, mais je sais. Non, mais on pourrait être très puissant, mais en fait, il n'y a pas de volonté politique d'être très puissant. La Parce qu'on Banque parle Centrale de- Européenne, elle peut apporter quelque chose dans cette affaire. Enfin bon, puisqu'au final, quand on parle de nains politiques, de paralysie politique, tous les regards se tournent toujours sur la même institution qui est la BCE. Non, mais là, c'est pas dans son mandat. Son mandat, c'est Non, pas mais, celui-là, mais à bon, partir elle du peut moment trouver où- dans son mandat des arguments ici et là pour accommoder les situations. C'est comme ça que ça se joue aussi. Oui, hein. à partir du moment où on a un moteur franco-allemand qui est complètement cassé, on voit bien de toute façon que là, on parle quand même de la politique intérieure allemande sur la fameuse règle d'or et est-ce qu'ils peuvent dépenser. Ils ne vont pas dépenser parce qu'ils ne veulent pas, puisqu'ils ont la règle d'or. Donc on a un moteur complètement cassé. On a une France qui est absolument ingouvernable. Même si on ne pense pas du tout que le gouvernement va tomber, ce serait quand même une grosse surprise, vu qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici 9 mois. Ouais. Donc on a quand même un moteur complètement essoufflé. Donc je vois, là, à court terme, on a du mal à voir quelle peut être la réponse, en tout cas politique. Et heureusement, les risques politiques n'influencent que très provisoirement les marchés financiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne gère pas la réponse de l'Europe. Les investisseurs, alors dans les cas où les arguments favorables à mettre au crédit de l'Europe, il y avait l'idée de stabilité, quoi, stabilité politique, etc. Alors c'était un peu le revers de la médiocrité aussi, etc. Là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose, qui est de la paralysie. C'est-à-dire, c'est plus de la stabilité. C'est-à-dire, ça devient quand même contre-productif pour l'Europe. La Chine essaye de bouger. En tout cas, il y a des initiatives qui sont prises. Les États-Unis, bougeront dans un sens ou dans l'autre à l'occasion de l'élection. En Europe, c'est plutôt le sentiment de paralysie qui l'emporte, là, j'ai l'impression, Julien. Et pour l'investisseur, c'est pas très attirant, quoi. Ouais, pour les choix politiques, les continents, les zones économiques qui ont été meurtries par des guerres, donc le Japon et l'Europe, économiquement, socialement, ont beaucoup moins de fibres belligérantes. Ce qui se retrouve dans leur organisation interne. Je ne parle même pas de ce qui a été décidé en 1945 pour l'Allemagne et le Japon, mais ça se retrouve dans leur culture. Dans le mouvement qui est en train de se passer, toujours sur cette partie politique, je reviens sur mon point sur la progression, le déplacement vers la droite et la progression du populisme d'extrême droite. À partir du moment où il peut être majoritaire en Europe dans quelques années, donc toute la discussion qu'on a là en ce moment sur la défense, elle change complètement on ne parle plus de la même chose. Oui, bien sûr. On ne parle plus de la même chose. Donc on peut, je ne vais pas vous dire que c'est trop tard, mais on est en train de viser sur quelque chose qui n'est pas advenu et qui n'adviendra probablement pas. Si ça n'est pas arrivé jusqu'à présent, il y a peu de chances que ça arrive demain. Compte tenu de la trajectoire politique qui est prise et qui me semble quand même assez claire, et sans être fataliste, mais il faut sans doute passer par ce type d'étape dans le processus historique pour redécouvrir quelque chose, une forme, pas forcément d'idéologie, mais de cadre, nouveau cadre de développement, parce que l'Europe emporte. Dans l'exposé que vous faites avant, il y a aussi des éléments qui sont extrêmement fondateurs en Europe, mais... positif. non, j'ai pas voulu... Fondateur, d'accord. Oui. Il y a des éléments qui ne ressortent pas en ce moment, voilà. Oui, d'accord. Mais qui sont toujours présents. Voilà. Mais après, d'un point de vue économique, quand même, les pays principaux de la zone euro sont des pays qui ont, et c'est ce que Poutine a dit à plusieurs reprises, qui sont quand même beaucoup plus tournés vers l'assurance de leurs propres concitoyens qu'autre chose. Donc l'assurance, ça veut dire que c'est un ensemble de choses qui ne sont pas du domaine de la dynamique économique, où on a beau dire qu'on veut que ce soit libéral, etc., c'est doctrinaire, ça s'applique ici ou là. Mais enfin, c'est quand même pas dans les budgets des États, quoi. Les budgets des États et la manière de penser des principaux États de la zone euro n'est pas celle-là. Donc évidemment, quand je compare, quand on parle d'anticipation de la croissance et de la valeur, de l'évolution des bourses, quand on a un rythme particulier aux États-Unis d'accélération de la croissance puis de recul de la croissance, l'Europe c'est la même chose, sauf qu'il faut zoomer pour le voir. C'est la même chose, mais il faut le zoomer. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup plus orienté vers la protection et l'assurance finalement. Plusieurs personnes ont dit l'assurance est vraiment devenue centrale. Et c'est ce que veut casser Draghi dans le rapport Draghi. Le mot risque, prise de risque est à toutes les pages du rapport. Au-delà des montants qu'il n'a jamais affichés d'ailleurs, je crois. Mais je veux dire, c'est d'abord un changement de logiciel, il le dit lui-même. C'est la prise de risque. C'est tout à fait ça. Et ça implique plus qu'une pédagogie, ça implique quelque chose qui est du domaine plus que de la pédagogie, qui éventuellement est du domaine de la tragédie. Alors ça revient à dire, quand on est au pied du mur, en Europe on avance, je suis tenté de dire, une tragédie peut faire prendre conscience
que la prochaine direction doit plutôt être celle-là. Mais à ce stade, ça implique qu'il n'y a pas de raison que la décote de valorisation des actions européennes par rapport aux États-Unis se résorbe un tant soit peu. Alors, je ne suis pas dans la politique fiction, mais si on parle de court terme, je vais quand même être un petit call court terme. Un petit peu attentif au résultat. D'accord, c'est-à-dire il y a quand même des écarts là qui méritent d'être un peu. C'est-à-dire que j'ai été surpris, je pense comme nous tous, quand j'ai vu le mouvement vers le Capitole, ça devait être le 6 janvier. Ah oui, 6 janvier, oui, 2017. Oui. Là maintenant, j'ai intégré ça. Donc, quand on dit que la prime des actions américaines va rester. Là, on ne sait pas comment ça peut évoluer aux États-Unis dans les jours qui vont suivre, et je dirais même les semaines et les mois. Oui. Je ne dis pas qu'ils sont au bord de la guerre civile, mais si ce terme est employé dans un mois, je vais essayer d'être un peu moins surpris que quand des gens ont marché sur le Capitole. Donc l'exceptionnalisme américain ne peut pas non plus tout absorber et tout supporter. Les Anglais sont passés par une déchirure profonde avec le Brexit. Ils ont un peu mis ça derrière eux. Ils arrivent à se reparler à l'intérieur des familles. Les Américains sont en train de vivre ça en ce moment. Et c'est un pays où on a le droit de porter une arme. C'était très différent d'autres pays. Et ils peuvent le vivre à leur manière. Je ne préjuge de rien. Non, mais d'accord. Mais je vais être très prudent à court terme sur ce côté prime sur les actions. Mais ça américaines. peut, du coup, l'Europe peut en profiter quand même dans un moment un peu de stress américain. Ce serait bon pour. Ouais, mais on la repartirait sur le cycle économique qui, pour moi, est comme dominé par sa logique propre, par sa dynamique propre, et qui, normalement, on est en train de terminer le pain volant et on en a pour quelques trimestres, mais on est quand même au bout du sujet de la croissance économique. Mais c'est-à-dire que la seule vraie tendance forte sur les actions, ça reste aux États-Unis, quoi. Passons juste le cap de l'élection, mais c'est oui. D'accord. C'est toujours là-bas que ça se joue. Oui, la Chine aussi, ça m'intéresse là-dedans. Alors, je ne sais pas. Alors, il y a cette séquence chinoise ouverte depuis le 24 septembre. On a une réunion du comité permanent pour cette semaine de l'Assemblée nationale populaire, dont on dit qu'il pourrait là aussi apporter sa pierre à l'édifice, je ne sais pas, en cadrant un peu les choses, en quantifiant peut-être un peu des plans de soutien et des mesures de soutien ici et là. À quoi joue la Chine aujourd'hui dans le contexte politique qu'on connaît, et qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur global aujourd'hui, Vincent, pardon. Stabilisation en urgence de l'immobilier, parce que c'est les retraites des uns et des autres. Il faut que les jeunes retrouvent de l'emploi. Donc il faut que l'industrie se réactive, et l'immobilier fait partie des secteurs qui sont créateurs d'emplois. Donc je pense que l'immobilier, c'est la première des priorités. Ma conviction, c'est qu'ils veulent toujours monter en gamme. Donc le côté concurrentiel, je pense qu'il va continuer de s'affirmer. Et on va le sentir, nous, oui, bien sûr, toujours plus en Europe. Oui. Bien sûr. Qui veulent avoir une consommation des ménages qui s'installe enfin. Ça dépend de la confiance. Donc là aussi, ça dépend de l'emploi et de l'immobilier. Donc c'est pour ça que je pense que ces deux aspects sont très importants. Je crois que le message est assez clair jusqu'à présent. Pour le moment, c'est la partie monétaire qui est activée pour stopper les dégâts sur la partie immobilier. On redresse les comptes des banques, on les refinance, on consolide les comptes. Et derrière, pour moi, c'est l'étape suivante qu'on aura l'année prochaine, des soutiens budgétaires. D'accord. Sans dire le carnet ouvert, mais enfin, ça va être quelque chose qui va y ressembler. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que il faut que la croissance soit là. Il faut redonner de la confiance aux ménages pour qu'il n'y ait pas d'instabilité sociale dans le pays. Et surtout, si les Américains continuent de se dresser face à la Chine et se referment face à la Chine, que l'Europe commence à en faire un petit peu autant. Donc les deux zones solvables en termes de clientèle, ça commence à poser problème. Donc je pense que la Chine n'a pas trop le choix. Elle est obligée de sortir le chéquier. Donc mon pressentiment, c'est que même si c'est Trump qui est élu, paradoxalement, on aura un soutien important de la part de la Chine pour son économie, et que ça sera un outil de décorrélation, d'investir sur les actions chinoises, ça sera un outil de décorrélation utile l'année prochaine. Donc ça redevient quelque chose d'investissable, et pas juste avec une vue de quelques jours ou quelques semaines. La grande différence avec les fois précédentes, c'est que auparavant, vous pouviez le jouer par toutes les zones extérieures
en vous disant Oui. je suis implicitement investi. Branché Chine. sur la zone chinoise. Là, quoi. là, il faut investir directement Ah sur ouais, le pays. comprends. Donc vous n'avez pas le choix, c'est le CSI ou ce genre d'indice Ouais. sur lequel vous devez aller. Bon, Pierre, sur la Chine, il y a ceux qui voient quand même derrière cette série d'annonces et d'autres à suivre peut-être l'idée que Pékin pilote un moment important quand même de la trajectoire de l'économie chinoise. Et puis il y a ceux qui restent focalisés sur les problèmes structurels en disant voilà, ok, ils auront 5% de croissance, mais ça ne changera rien à la trajectoire des 5, 10, 15, 20 prochaines années. Alors, je vais être dans la team 2, je crois. Parce qu'on a quand même un vrai problème démographique très long terme. Hein. Et une autarcie, moi, j'aime pas trop. Donc, sur les émergents, on reste sur nos fondamentaux. C'est-à-dire qu'on aime la dette émergente en devise dure, très diversifiée. Pour moi, vraiment, le mouvement annoncé le 24 septembre, paradoxalement, ça amène de l'eau à mon moulin. Je pense que c'est un marché ininvestissable. On ne peut absolument pas être tributaire d'annonces politiques comme ça qui tombent ex nihilo. C'est pas des marchés libres, pas du tout, qui fonctionnent pas normalement. Enfin, pour moi, c'est vraiment un marché qui ne. Là, vous n'êtes pas prêt d'être aligné, vous n'êtes pas envie d'être aligné avec le gouvernement chinois, ne serait-ce que pour quelques mois. Quoi. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Je pense que vraiment, il y a bien mieux à faire. En fait, si vous voulez, tout est une question d'allocation d'actifs. Et en fait, est-ce qu'on a besoin de faire un truc très compliqué quand on a un truc très simple à faire? Là, véritablement, je vois pas du tout pourquoi aller miser sur de la volatilité politique. Non. Dont on a. Non, mais si les marchés chinois reprennent encore 30, 40, 50%, on sait que le discours va changer, on sait que les yeux vont changer, on sait que les flux de capitaux vont bouger aussi en fonction de ça. Pierre. Oui, non, mais on en profitera largement. J'imagine mal le marché chinois faire plus 50 et tout le reste faire moins 20. Et vraiment. Non, mais voilà. Donc, en fait, voilà. Moi, je n'ai absolument rien du tout contre les Chinois. Non. Ils vont s'en sortir. Non. Mais en tout cas, des marchés comme ça qui n'évoluent pas librement. S'il n'y a pas besoin d'y être. Voilà. Je vois pas du tout l'intérêt. Vous êtes très consistant et cohérent dans ce discours par rapport à ça. Oui, simplement Vincent. que tous les fonds émergents sont très sous-pondérés sur la Chine et que ne serait-ce que de revenir à l'équilibre, il va falloir acheter. Donc pour moi, la logique de voir le marché chinois continuer de monter, y compris du coup par des fonds étrangers et non pas juste des investisseurs locaux, je pense qu'on va l'observer. Ouais. Et que c'est quelque chose qui peut tenir un peu dans le temps pour 2025. Ça peut être une histoire de 2025. Je pense que c'est probablement une des histoires de l'année prochaine. Ouais. Bon, est-ce que la Chine est une histoire de 2025 ? À défaut des autres, je ne sais pas. Dans la fin des séquences de bull market, on a commencé le point bas, c'est octobre 2022. Donc, je suis toujours je te recommande toujours vivement les actions. Donc, on est toujours dans un bull market. 2 ans après, on rentre dans la 3e année du bull market. Et la 3e année du bull market, il faut rester constructif dans une 3e année de bull market. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais avoir une nouvelle petite traversée du désert parce que je le sais, elle arrive, j'ai l'habitude. Je pense qu'il va falloir quitter les marchés des actions, mais bientôt. Ah oui. Il y a juste que je ne sais pas si c'est 3 trimestres, 2 trimestres, je ne sais pas. D'accord. Je n'ai pas aujourd'hui les signes. J'ai eu la formation d'une bulle avec l'intelligence artificielle et Nvidia. Donc ça, c'est bon, c'est réglé, c'est de côté. Il faut voir si cette hypothèse se valide avec un dégonflement. Et normalement, vers la maturation d'un bull market, on va quand même chercher toujours les idées qui marchaient jamais avant, etc. Enfin, c'est un vieux truc de finance, quoi. Et la Chine, c'est un parfait exemple pour moi. D'accord. Donc je pense que on peut très bien discourir la. Quand on est déçu par les leaders et qu'on va chercher les losers en espérant poursuivre et continuer à performer. Je suis d'accord avec Pierre et avec Vincent. Je pense que ça vaut pas le coup d'investir en Chine. Enfin, j'ai les mêmes arguments, donc je pense la même chose. Et je pense en même temps que si je suis opportuniste à court terme, il peut encore se passer des choses. Mais ce qui s'est passé en Chine traduit plutôt le fait que les financiers s'intéressent aujourd'hui à des choses dont ils n'ont pas parlé pendant 3 ans, qui sont ailleurs, et que c'est plutôt symptomatique du début de l'épuisement du marché des actions. Mais là, vous dites quand même qu'il y a un risque qu'il n'y aura pas une 4e année du bull market. Alors, je ne sais pas si le top des marchés actions a été formé parce que j'ai malheureusement pas d'indication pour le dire, mais la probabilité vient d'arriver là, à cause de l'IA, et je pense que c'est plutôt un top qu'on appelle arrondi. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'il y a encore une séquence qui apparaîtra haussière pendant encore quelques mois. Je dis bien qu'il apparaîtra parce que si vous prenez Nvidia, si je me souviens bien, enfin à peu près, le cours, grosso modo, sa vitesse n'évolue plus depuis 6 mois.
La vitesse La vitesse n'est plus là, je comprends. Voilà. Il y a Pourtant, plus la vitesse. depuis 6 mois, on ne parle que de ça. Oui, et bien ça, sûr. c'est vraiment symptomatique. Donc, sur le marché des actions, ça peut être un peu la même chose. On parle des actions, de l'intérêt des actions, mais en fait, il n'y a plus de vitesse. Ouais. Je pense que c'est le scénario le plus probable. Voilà. Maintenant, ce scénario peut être challengé, à commencer par ce qui va se passer juste après les élections en termes de résultats, d'écart et de réaction de la population américaine. On remettra tout sur la table s'il le faut, Julien, sans problème. Non, Merci. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché à la veille de cette journée d'élection présidentielle aux États-Unis. Julien Nebenzal, eToro, Vincent Lecartier, WeSave et Pierre Bismuth, Myria Asset Management étaient nos invités.